Depuis le 2 mai dernier, soit près de 2 mois, le village de Dinangourou est sous blocus djihadiste. Mieux, les paisibles populations subissent des attaques fréquentes. Il y a quelques jours encore, 5 personnes ont été blessées et évacuées par la MINUSMA dans le cercle de Goro, région de Mopti, en plein centre du Mali. Des sources au sein même de la population ont fait état de 6 morts sans que ce bilan ne soit pour l'heure confirmé par les autorités. Ces dernières avaient pourtant, et contre l'avis majoritaire, décidé d'explorer toutes les options afin de ramener la paix au Mali, y compris l'option du dialogue. Peut-on effectivement dialoguer avec des terroristes? Les attaques que subissent aussi bien les populations que les forces de défense et de sécurité ne sont-elles pas la preuve que seule la fermeté pourrait endiguer ce mal? Ce numéro de votre émission essaiera de répondre à la préoccupation alors que l'accord de paix signé entre les différentes parties au conflit fête ses 6 ans sans jamais avoir été effectivement mis en œuvre. Mali, village sous blocus djihadiste, dialoguer avec les terroristes, une option payante, c'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous, Seydou Kaousen Maïga, bonjour. Bonjour, M. Joannès et M. Hamzat. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout, un cadre composé donc de mouvements et de partis politiques résolument engagés pour le combat de libération au Niger, mais aussi dans la sous-région. Plaisir de vous avoir. C'est donc Kaousen Maïga, après question pour vous. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer d'échanger avec ces personnes-là? Peu avant, c'était Farabougou. Aujourd'hui, c'est le village de Dinangourou qui est sous blocus et qui subit de plus des attaques en règle. Que se passe-t-il concrètement? Bonjour, Joannès. Moi, je pense que s'il est vrai que le gouvernement du Mali a choisi effectivement, selon toute vraisemblance, de faire des pourparlers avec les djihadistes, c'est que forcément, ils en sont convaincus. Ils sont convaincus que la solution du dialogue est la meilleure, puisque depuis 2013, ça fait maintenant 8 ans que Serval puis Barkhane a été en place. Ils n'ont pas pu venir à bout de ce terrorisme, de ce djihadisme-là. Donc, à mon avis, si les autorités actuelles ont choisi d'apaiser le climat par un dialogue avec les djihadistes, c'est que c'est un bon choix. Par contre, il est vrai que les tensions se multiplient et les attaques aussi. Mais à mon avis, à mon humble avis, si aujourd'hui le village de Farabougou et d'autres villages subissent des actions de la Katiba Massina, de Amadou Koufa, c'est certain parce que ces villageois aussi ont été armés, il ne faut pas l'oublier, ils ont été armés par le gouvernement malien. Donc cela pose la question des milices d'autodéfense, parce que l'armée malienne a une mission de sécurisation et de défense de l'intégrité territoriale et des citoyens aussi. Mais si on remet les armes dans les mains des citoyens pour se défendre, alors qu'ils n'ont pas les capacités tactiques et opérationnelles, on les expose davantage. Donc, à mon avis, toute la question est dans cette autodéfense qui est mal perçue par les terroristes, même si c'est légitime quelque part de se défendre, mais c'est surtout, cela pose la question du redéploiement de l'armée malienne dans ces endroits où les Katibas sont en train de faire la loi. Et malheureusement, c'est aussi derrière tout cela un conflit interethnique qu'il faut essayer d'apaiser, parce que c'est les peuples, les Bambara et d'autres ethnies qu'il faut essayer d'apaiser pour qu'il n'y ait pas un conflit intertribal. Voilà qui est clair. Alors, sur le même date, on parle de 5 blessés, des sources locales parlent de 6 morts en plus. Comment peut-on laisser des terroristes prendre un village en otage dans le Mali actuel, qui a visiblement fait l'option d'être conduit par des militaires? Il est question de savoir si les militaires sont véritablement dans l'option de mettre un terme au terrorisme. Parce que, à observer ce qui se passe de notre position à Bamako, on a comme l'impression que les gens se préoccupent plus sur le calendrier des élections à venir
n'est-ce pas, que de s'occuper des questions de sécurité. Les questions de sécurité, en ce temps-ci, sont beaucoup plus liées, si vous voulez, à la sécurisation des grandes villes, en ce moment-ci. Je pense que c'est ce que fait le régime malien actuellement. Ils essayent de sécuriser les grandes villes pour qu'il n'y ait pas du désordre. Partant, prendre en tenaille des villages, cela repose sur la stratégie djihadiste, n'est-ce pas, de conquête du territoire. Bon, allez, il faut noter que le Mali est un pays à concentration géographiquement bien précise. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous allez de Mopti à Gao, il y a bien un attroupement du point de vue géographique, les villes sont bien distinctes. C'est pas comme chez nous ici où vous avez des villages entre 2, 3, 4 villes, c'est du désert et après vous tombez dans une autre ville. Donc quand ils prennent ces bases-là ou ces villages-là, ben, c'est l'occasion pour eux de faire tout ce qu'ils ont à faire, les recrutements, l'installation, la profération de la charia, etc., etc. Et il faut dire que dans ce lot-là, ils arrivent quand même à trouver un certain nombre de personnes qui les suivent malheureusement. Mais discuter avec des djihadistes, le problème reste posé en ce sens que les données géomilitaires et politiques actuellement au Mali ont changé. Il faut voir en ce sens-là ceci. Les Maliens, disons, le régime en place a décidé de discuter avec ceux que nous appelons les djihadistes. Mais qui, de facto, pour moi, aujourd'hui, ne sont plus dans cette posture du djihadisme, ils sont beaucoup plus dans cette posture de rebelles. Vu que la majorité de ceux qui font, pour m'en tenir qu'aux Maliens, ceux qui font ces exactions avaient été cités comme étant des gens de l'Azawad. Les voilà aujourd'hui à Bamako, où ils sont en discussion, en tête-à-tête avec le régime. Devons-nous les mettre dans cette posture de djihadistes? La question reste posée. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, la France qui refuse que le régime discute avec les djihadistes, sachant derrière que nous savons bien que c'est cette France-là qui les arme. Alors, que se passe-t-il dans ces deux équations? Si le pouvoir malien arrive, comme c'est le cas au Burkina maintenant, à discuter en direct à travers les comités locaux, les sages, les notables, avec ces personnes-là qui sont avant tout des Maliens, il revient, parce que ceux qui sont de l'Azawad sont des Maliens, il revient normalement au régime en place d'aller jusqu'au bout de cette discussion. Et surtout de ne pas laisser place à ceux-là que nous qualifions de terroristes et qui ne sont pas des Maliens, qui viennent de l'étranger, qui viennent créer, je vais parler du groupe de l'État islamique, je vais parler de tous les groupes qu'il y a, je n'aime pas trop les citer. Et vous voyez, cet ensemble-là, pardon, j'ai un chat dans la gorge, cet ensemble-là fait en sorte qu'on n'arriverait pas aux discussions. Et moi, je serais contre si effectivement le régime malien décide de discuter avec ces gens-là. Donc, ceux qui sont maliens, qu'on les appelle à une table de négociation et qu'ensuite on a jusqu'au bout de cette discussion. Alors, actuellement, on discute, visiblement, qu'il y a discussion avec des gens, mais ces gens-là ne répondent à aucune règle. C'est donc Hossein Maïga. On parle de village du pays d'Ogon, qui est donc prise en tenaille par des djihadistes. C'est des djihadistes, il n'y a pas un autre terme, des djihadistes maliens de la Katiba Massina, qui sont donc affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par Yaga Gali. Ces gens-là ont fait un blocus sur un village, attaquent encore des populations qui veulent rentrer. Finalement, les populations ne peuvent ni rentrer ni sortir. Il y a des vivres qui manquent. Il y a le minimum nécessaire pour vivre qui manque dans ces villages-là. Pendant qu'on parle de discussion, c'est donc Hossein Maïga, je ne comprends pas la logique dans cela. Oui, monsieur Johannes, vous savez, les djihadistes, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Hamza, il y a aussi une stratégie d'occupation du territoire.
on peut le dire sans risque de heurter qui que ce soit, qu'en ce moment, c'est le JNIM qui contrôle cet espace-là. Alors, quand ils voient que les villageois collaborent avec l'armée, c'est qui est évident, c'est qui est naturel, alors pour eux, c'est une sorte de trahison des accords intercommunautaires qu'il y a eu pour apaiser la tension qu'il y avait entre les communautés. Mais c'est surtout le fait que ces communautés, ces villageois étaient armés par l'État. Et de l'autre côté, l'armée et les camps militaires les plus proches demandent une collaboration en termes de renseignement qu'ils reçoivent de ces villageois-là. Donc, du coup, cette Katiba Massina trouve cela un peu inconfortable et vous conviendrez qu'effectivement, les villageois aussi sont mis en danger par cette situation-là. Il appartient à l'armée malienne de s'assumer pleinement et d'aller jouer le rôle qui est le sien, c'est d'aller sécuriser ces villages. Si c'est un pourparler qu'il y a avec les djihadistes, dont leur chef Yad, puis bien sûr Ahmed Koufa, eh bien, qui est ce dialogue-là. Mais je vous dis que derrière tout ce qui apparaît comme une stratégie d'occupation du terrain par les djihadistes, il y a aussi un conflit interethnique qui a déjà eu lieu, vous le savez, avec les massacres qu'il y a eu malheureusement. Tout à fait. Donc c'est tout cela qu'il faut essayer de gérer. Alors, depuis 1 mois et demi, sinon bientôt 2 mois, ces populations-là sont sous blocus. Pourquoi est-ce que l'armée malienne ne se déploie pas rapidement? Mais j'aimerais bien ajouter quelque chose, M. Johannes. Allez-y. C'est-à-dire, tout à l'heure, M. Hamzat parlait des mouvements de l'Azawad. Il est vrai qu'en ce moment, ils ont effectivement, d'ailleurs, même fait un point de presse il y a quelques jours à Bamako. Et une délégation est là-bas. D'ailleurs, même le chef de la CMA a été assassiné, vous vous souviendrez? Tout à fait, à Bamako. Voilà. Donc, tout cela, bien sûr, pose la question de la mise en application des accords de paix. Parce qu'il est évident que si depuis 6 ans que ces accords de paix ont été signés, s'il n'y a pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre, ça c'est au gouvernement malien de décider, au mouvement, cela va sans doute encourager les mouvements terroristes à avoir beaucoup plus de recrutement, de recrues, de nouvelles recrues. Et ces mouvements-là, qui sont des mouvements sécessionnistes, ils sont clairement pour le Mali indivisible. Donc c'est déjà quelque chose qui est une victoire de l'accord de paix. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'un Mali indivisible. C'est pour ça qu'il faut aller rapidement vers cela. Mais pour moi, il est très tôt de blâmer ce gouvernement parce qu'il n'a pas fait 1 mois d'exercice. Donc il faut donner le temps de se déployer. Voilà. Alors, on parle de déploiement de l'armée, on parle de population à l'intérieur qui, selon ces terroristes-là, continueraient d'échanger avec des éléments de l'armée. Et c'est ce qui justifie ce blocus-là lancé par les terroristes. Bientôt 2 mois. Pourquoi l'armée malienne ne prend pas ses responsabilités? Vous savez, déjà, pour que l'armée malienne prenne ses responsabilités, il faut qu'elle ait les moyens d'action. Donc l'armée malienne n'a pas de moyens d'action? Ah non, nous le constatons tous. Qui paye le lourd tribut? Ça fait des milliards. Ce sont les populations qui payent le lourd tribut, malheureusement. Mais il y a des milliards. Vous savez, il faut, pour que l'armée aille, pour que l'administration soit déployée sur ce théâtre d'opération, il faut que l'armée ait fait le job. Ce que l'armée ne fait pas. On reviendra toujours au feu maréchal, malheureusement. Qui en porte la responsabilité? L'État malien, en premier. Et que font les militaires alors? Les militaires, c'est ce que je vous ai dit en l'entame de cette émission. De mon point de vue, j'ai comme l'impression que les gens sont plutôt rués à l'agenda que leur impose la CEDEAO que de s'occuper des réalités sociales du pays. Moi, je suis à la place des militaires maliens, là. Leur histoire de on fait 9 mois et puis on installe un civil, là, je ne m'en occuperai pas. Je vous le dis, ça dit qu'on a besoin de gens qui savent. Il faut savoir dignettes, il faut savoir tenir compte des réalités de votre pays pour imposer la politique et la marche à suivre. Ceux qui sont à la CEDEAO, là, ils touchent bien leur pellième. Est-ce que le Malien mange à sa faim? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils ont les 5 besoins fondamentaux de l'homme? Est-ce que les Maliens aujourd'hui l'ont? S'ils l'ont, ils ne seront pas dans les rues. S'ils l'ont, il n'y aura pas de djihadistes, il n'y aura pas tout ça. À la CEDEAO, il n'y a pas de djihadistes. Donc, qui fout la paix au gouvernement malien et que le gouvernement malien, ouais, là, ils sont en train de
du point de vue politique, bien sûr, d'instrumentaliser un opposant qui n'arrête pas, qui fait le tour de toutes les radios en disant, voilà, ah oui, le gouvernement malien veut proroger la transition. C'est sa liberté. Il est libre de raconter des histoires comme ça, mais qui se rend compte que son intelligence, c'est de la sottise. C'est sa liberté. C'est parce que le mari sera en sécurité que lui, il ira aux élections. Ne venez pas condamner le colonel Assimi Goïta d'ici 8 mois d'organiser des élections bâclées. Et je vous ai dit, rien de potable, de concret et de conscient, de responsable ne se fait dans la précipitation. S'ils sont à courir là, à croire qu'en 8 mois on va faire des élections alors qu'il y a bien des problèmes inhérents à la sécurité. Mais ils ne s'en occupent pas, les militaires. Ils ne s'occupent pas des problèmes inhérents à la sécurité. Il faut faire deux choses l'une. Et là, c'est là où je salue franchement la maturité du président centrafricain. Oui. Quand on a des problèmes liés à la sécurité, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Il faut d'abord remettre le pays en toute propreté. Vous avez vu ici ce qui s'est passé lors de nos élections. Si à un moment donné, il n'y avait pas eu de responsabilités qui avaient été prises au niveau le plus haut, vous imaginez, est-ce que vous et moi, là, on serait là en train de tenir cette émission? Il faut savoir, moi, je suis coagulé dans ce que je dis. Je suis prêt à faire face à n'importe qui. Quand il s'agit de responsabilités au niveau étatique, on ne fait pas de la démocratie là-bas. Un pays où ça tire, vous remettez d'abord de l'ordre et ça continue. Donc la responsabilité incombe aux militaires. Elle est entièrement malienne. Et en ce moment-ci, à ceux qui sont au pouvoir, il faut savoir aussi jouer sur les deux tendances. Hein. Aussi bien qu'ils soient en train de remettre le pays sur le plan politique, sur les rails, la question sécuritaire est une question de premier ordre. Donc il va falloir qu'ils prennent des dispositions. S'ils n'ont pas les moyens de sécuriser, de recouvrir ou de former, est-ce qu'ils forment même depuis que les Français sont là, on fait croire qu'on forme des gens, mais on les forme au rabais. Ils ne sont pas formés pour lutter contre ce genre de terroristes. Encore que ces gens-là, ils ont de l'armement que l'armée malienne n'a pas. Donc le problème se pose. Question de formation, question de calendrier, organisation, méthode, stratégie et concrétisation. S'ils ne le font pas, qu'ils s'amusent à jouer sur le côté politique, vous allez voir que le djihadisme, ceux qui en ont les moyens, bien sûr, vont s'étaler sur le Mali et quand Bamako tombera, ben, ça va être toute l'Afrique de l'Ouest qui en pâtira. Alors, Sédou Kaosset Maïga, les milices d'autodéfense, on va en parler. Est-ce que vous êtes pour cette approche-là? Pour les milices d'autodéfense, moi, sincèrement, M. Johannes, je trouve que c'est une sorte d'abandon des responsabilités des missions régaliennes de l'État. C'est-à-dire qu'armer des citoyens, même s'ils sont face à d'autres citoyens qui se sont rebellés ou bien soulevés, dans le cas des djihadistes, là contre l'État, c'est une mauvaise solution. C'est la preuve que l'État n'est pas capable d'assurer sa mission principale et première, qui essaie de sécuriser les citoyens. Il est vrai que les 2 tiers du pays sont sous occupation, et c'est pour ça que je rejoins mon co-débatteur pour dire que le plus important pour le gouvernement d'Assimi Goïta et de M. Choguel Maïga, ce n'est pas d'organiser des élections. Sincèrement, dans un pays tel que le Mali, la priorité n'est pas d'organiser des élections ou d'avoir un gouvernement civil, quoi que ce soit. Non. Quand on est dans un pays qui est occupé aux 2 tiers, c'est d'abord de redéployer l'armée là où cela est possible. C'est de dialoguer avec les djihadistes si cela est leur choix. De mettre en œuvre les accords selon les possibilités de l'État malien. Et en ce moment, effectivement, on pourra facilement arriver à dire que le Mali a une intégrité territoriale véritable. Mais quand cela n'est pas fait et qu'on passe le temps à armer les civils, les villageois, pour de se défendre ou de combattre les djihadistes, à mon avis, c'est un mauvais choix. Qui plus est, chaque fois que les djihadistes voient des villageois qui sont armés, il y a des représailles. Et c'est la preuve. Pour moi, les seules conséquences
de tout ce qui s'est passé, cet acharnement des populations civiles, c'est justement ces représailles contre elles. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. La meilleure idée, c'est de s'atteler à renforcer l'armée, la redéployer. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas utiliser les mouvements armés, puisqu'ils sont dans le cadre d'un accord? Pourquoi ne pas utiliser ces mouvements armés-là pour aller occuper ces zones-là et puis sécuriser les Maliens, au lieu d'armer les citoyens et de les exposer aux représailles djihadistes? La question a le mérite d'être posée. Les milices d'autodéfense, ce n'est pas qu'au Mali que le phénomène s'observe aujourd'hui. On a vu au Burkina Faso aussi. Est-ce que selon vous, ces brigades-là, faites notamment de civils qui sont sélectionnés, peut-être formés quelques jours, quelques semaines et armés, est-ce que c'est une bonne stratégie pour réagir face au terrorisme? Oui et non. Oui, si on ne les arme pas. Nous avons fait une expérience ici, nous, sous la Révolution, je pense, ça s'appelait à l'époque les comités locaux de sécurité. On ne les armait pas, mais ils servaient beaucoup plus au renseignement. Oui. L'armée malienne, aujourd'hui, elle est complètement à terre. Il faut la recomposer, il faut la réformer, il faut... S'ils n'ont pas de l'expérience, qu'ils se rabattent un peu sur la Centrafrique pour voir un peu comment ça s'est fait. Ouais, moi, je n'ai pas honte à aller demander à l'autre comment tu y es arrivé. Il n'y a pas de honte à le faire. Je pense que mieux que les militaires, personne d'autre ne peut décider de sécuriser le Mali tel qu'il est aujourd'hui. Alors, si eux, ils échouent, ça va être la catastrophe. Ça va être totalement la catastrophe. Les comités locaux de sécurité, oui. Je suis d'accord. Moi, je suis pour. Mais à condition qu'ils ne soient pas armés. S'ils sont armés, comme l'a dit mon co-débatteur, on finit par des exactions. Il y en a même qui se règlent des comptes personnels parce qu'ils ont une arme. Alors qu'une arme, elle ne peut être utilisée, elle ne peut être d'abord donnée qu'à quelqu'un qui sait s'en servir. Il doit savoir se retenir. Parce que ça aussi, ça doit lui être appris. On doit lui apprendre ça. Comment se retenir, même quand on est face à un certain nombre d'exactions. Et surtout, attendre le mot d'ordre avant de faire feu. On ne fait pas feu quand on veut, parce qu'on est content, parce qu'on a une arme. Non, même au commandement, tel que nous l'avons connu, on reçoit toujours les ordres d'un supérieur qui vous disent le moment est venu, feu. Mais ces gens-là, bon, la discipline n'est pas aussi aiguë que peuvent être la discipline qu'on retrouve dans les rangs. Donc, sur ce point-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais quand je regarde le cas, je prends pour le cas du Burkina en exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'exactions. Et on l'a remarqué, je crois que cette idée-là venait du colonel, comme je crois que c'est Boukari Kaboré, hein, le lion de Boulkimdé, qui a proposé au régime de former des comités locaux de sécurité. Mais est-ce qu'on lui a laissé aussi le temps de parfaire, de donner le savoir et la connaissance de ce qu'il n'entendait pas comités locaux de sécurité? Il ne suffit pas de prendre un test et de le mettre en application de manière, je ne sais pas, plate, comme vous l'avez lu. Non, il y a de l'expérience à mettre en cours, il y a un certain nombre de savoirs, de connaissances que vous faites parvenir à ceux que vous formez. Créer des comités locaux de sécurité, en conclusion, je dirais oui, mais il ne faut pas les armer, ils peuvent servir au renseignement. Et puis, partant, vous voyez, c'est des gens qui peuvent servir d'indic, faire remonter le renseignement à une armée bien organisée et pas une armée qui est complètement désorganisée comme celle du Mali. Aujourd'hui, le Mali a besoin, n'est-ce pas, de former des militaires, comme c'est le cas en Centrafrique. On ne forme pas section de 6 mois, si c'est 2000, et ainsi de suite. Je pense qu'au bout d'un an, on aurait formé beaucoup de militaires. Mais il faut savoir aussi à qui vous confiez la formation de ces gens-là. Alors, c'est donc quand c'est Maïga, le Mali subit aussi d'autres attaques. On sait que la force française au Sahel a été aussi attaquée. On sait, par exemple, depuis très peu d'heures que un curé et des populations, notamment des croyants, ont aussi été enlevés. On a l'impression que la situation
sécuritaire est de plus en plus délétère dans le pays, à l'échelle donc du pays. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, alors même que des personnes très au fait des questions sécuritaires tiennent, je dirais, l'ensemble du pays. On a un président qui est militaire aujourd'hui, on a, que ça soit l'organe de transition, le CNT, qui est dirigé par un militaire. On sait que dans toutes les régions, il y a eu un redéploiement à environ 70-80% de militaires pour conduire les régions. On a des militaires un peu partout, mais on n'a pas encore trouvé de solution à la question terroriste. Oui, en fait, vous savez, il ne faut pas oublier une chose. Le fait que la France menace de partir et aussi affaiblit aussi un peu quelque part le Mali dans sa sécurité et dans sa stratégie de défense et de sécurité. Ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faut que la CEDEAO laisse le temps au Mali, à son gouvernement, de faire les choix les plus adéquats, de ne pas les mettre devant une situation compliquée, de sorte qu'il n'ait pas le temps de s'occuper de la sécurisation jusqu'à ce que les djihadistes occupent un peu plus de terrain. Effectivement, comme l'a dit M. Hamzat, c'est que les djihadistes avancent pendant qu'aujourd'hui on parle des élections, on parle de ceci ou de cela. Non, le plus important, c'est vraiment la sécurisation des Maliens. Alors, au lieu de parler des milices de défense, d'autodéfense, pourquoi ne pas recruter massivement dans ces localités pour former des militaires et en ce temps envoyer? Et d'ailleurs, vous voyez un peu, c'est un peu ça appelle aussi la refondation du système sécuritaire et de défense du Mali. Parce que aujourd'hui, quand on voit que les Katiba sont en train de faire des représailles parce que les gens se sont armés, ont été armés par l'État, on se demande est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour les Maliens, dans leur accord de paix, de trouver des mécanismes qui vont favoriser des armées composées majoritairement des populations locales qui vont sécuriser leurs propres parents. Et ça va être plus motivant et plus judicieux et plus adéquat. Mais le plus important, effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup d'actes aujourd'hui envers les populations civiles, envers les chrétiens et d'autres composantes sociales. Mais les premières victimes, c'est les Maliens dans leur ensemble. Mais cela n'est pas possible tant que le gouvernement n'a pas vraiment eu les moyens et le soutien de la communauté internationale. Parce que quand on voit qu'un gouvernement qui a la légitimité populaire et que la France, pendant le même temps, essaye de faire du chantage, alors que la France, si elle est un bon ami du Mali, devrait aider à ce qu'une solution vraiment populaire, la plus populaire possible, soit des choses décidées. Mais on constate que devant ce choix du peuple, la France est en train de lâcher le Mali. Et ce n'est pas normal. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les djihadistes sont en train de prendre de l'ampleur parce que déjà, Barkhane est en train de changer de stratégie et de forme. Elle va s'appeler Takuba et on va diminuer de moitié le nombre de militaires français. Et bien sûr, quand on diminue les moyens, le nombre de militaires, on diminue les moyens. Mais cela n'est pas grave, de toute façon, c'est le Mali qui prend en charge cette opération Barkhane. Mais je pense que c'est à la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO, de montrer aux Maliens qu'ils ont droit, comme tous les Africains de cette communauté commune, à un soutien. Le soutien commence par vraiment soutenir le gouvernement pour que l'armée soit redéployée. Mais l'armée aujourd'hui, vous savez qu'elle a été recomposée elle aussi là. Il y a l'armée, il y a les mouvements aussi. Donc il faut mettre tous ces composantes-là à profit pour que vraiment cette sécurisation soit un fait. Mais si on s'occupe plus des questions électorales et des questions d'organisation de certaines directions locales, et je pense qu'on va oublier le plus important, le fondamental, c'est l'intégrité territoriale, c'est la sécurité des Maliennes et des Maliens qui ont payé un lourd tribut dans cette guerre. Alors, la situation, elle est, on va dire, délétère. 160 km de Gao, une attaque qui frappe donc les forces déployées dans le pays, des civils qui sont blessés. On a l'impression que la situation se généralise quand on ajoute aussi les difficultés
au sein de certains villages sous blocus terroriste déjà. On a l'impression que aussi bien les forces de sécurité maliennes, les forces déployées dans le pays pour aider le Mali, et aussi les populations, tout le monde semble être en danger. Oui, tout le monde est en danger, y compris la force Barkhane, d'ailleurs, qui était en réalité celle qui était visée hier. Parce que quand vous écoutez vos autres soeurs, les autres chaînes qui sont sœurs à vous, vous vous rendez compte que cette attaque-là a eu lieu sur Barkhane. Heureusement, bon, il n'y a pas eu le déluge, parce que, bon, il y a eu peut-être des dispositions qui ont été prises, parce qu'une voiture, une attaque à la voiture bélier, ça crée énormément de dégâts. Et vu l'impact, n'est-ce pas, de l'explosion hier, qui a fait, c'était une boule de neige, on se posait des questions, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre à l'intérieur de ce véhicule? Il faut voir dans cette action-là, l'analyse que je faisais à l'entame de cette émission. Si le gouvernement français refuse aux djihadistes, refuse au gouvernement malien, pardon, de discuter avec les djihadistes, c'est certainement parce qu'ils ont des acquaintances avec ces derniers. Moi, c'est mon analyse. Mais la France n'a jamais traité avec des djihadistes officiellement. Ce n'est pas suffisant pour qu'on l'accuse d'acquaintance. Je peux vous apporter des bandes, des échanges qui ont eu lieu entre des militaires français sur la partant de Gao à Mopti, où les djihadistes disaient à cet officier français-là, attention, j'espère que la colonne qui remonte de militaires maliens ne rentrera pas dans leur base ici. Et cet officier français a dû les rassurer pour dire non. Ils sont... Et ça a été même ramené au niveau du Sénat français. Oui, ça a fait débat. C'est pas moi qui le dis. Les bandes existent. Donc, vous voyez, en Centrafrique, les exemples sont multiples et multiformes là-bas. Donc, ça vous dit quoi? Si l'armée malienne n'arrive pas à occuper le terrain, et que les djihadistes viennent s'installer pendant qu'ils sont en train de s'occuper de la CEDEAO, on ira sûrement à un échec. Le deuxième paramètre, c'est le fait que l'armée décide maintenant de discuter. Mais discuter avec qui? Les étrangers que nous connaissions là, l'État islamique et autres. Non, pour ça, moi, c'est comme le dit le président Poutine, il faut aller jusque dans les chiottes. Excusez-moi le terme. Mais sur ceux qui sont des nationaux, il faut aller aux discussions. Parce que laisser ces gens-là, n'est-ce pas, cultiver le terrorisme, je pense que ça va être une plaie béante pour les années à suivre, et surtout pour les générations à venir. Parce que celui qui verra son père tué au front, vous convenez avec moi que celui-là aura tout de suite le sentiment, comme nous l'avons d'ailleurs vu à Mopti, un monsieur qui du groupe État islamique, dont toute la famille a été décimée et qui a décidé de prendre les armes. Donc, ce sont des exemples. Il ne faut pas laisser, il ne faut surtout pas que le gouvernement malien laisse la possibilité, n'est-ce pas, aux djihadistes qui viennent de l'extérieur du Mali, d'avoir beaucoup plus de Maliens dans leur rang. Donc, ceux qui sont sensibles à une discussion, qui sont d'accord pour une discussion, il faut les faire ramener à la table. Et c'est le cas avec ceux qui avaient pris les armes au niveau de l'Azawad et qui reconnaissent aujourd'hui, plaise à Dieu, que le Mali est un et indivisible. Mais ce n'était pas le langage d'hier. Il y en avait qui réclamaient l'indépendance de l'Azawad. Mais aujourd'hui, de manière unanime, ils sont d'accord que sur les accords d'Alger, il faut aller vers, n'est-ce pas, une unicité de l'État malien. Il ne faut pas oublier aussi les rapports de force. Parce que l'Algérie a complètement changé de ton et a envoyé des troupes même jusqu'à sa frontière pour ne plus laisser faire le va-et-vient qu'on remarque entre les gens d'AQMI et puis le sol algérien. Donc, c'est une manière d'affaiblir le terrorisme. Mais il faut que le colonel Assimi Goïta et ses partenaires, je veux dire extérieurs, qu'il essaie de faire venir, puissent rapidement prendre le taureau par les cornes et engager le combat là où il faut et discuter là où il faut aussi.
D'accord. C'est donc Hossein Maïga, les accords signés donc entre, on le sait, la CMA, les plateformes et le gouvernement malien à 6 ans déjà, mais visiblement l'accord n'a pas été appliqué. On parle d'un groupe de suivi qui travaille, mais on a l'impression que ça patine. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, je dirais, ces difficultés-là dans la mise en œuvre de l'accord de paix? Oui, vous savez, en fait, le problème de cet accord-là, c'est pas le gouvernement de transition, c'est IBK. C'était IBK qui a fait d'abord la promesse depuis avant son élection, qui avait promis que 60 jours après son élection, ils vont entamer les pourparlers pour cet accord de paix. Bon, la seule chose qui a été faite, qui est peut-être mise à son crédit, c'est le dialogue qui a eu lieu à Bamako sur les accords de paix. Mais l'accord de paix n'a pas été appliqué. Il n'y a pas eu vraiment de... La population ne comprend pas certains aspects de l'accord de paix. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cet accord a été fragilisé. Et la paix est fragilisée parce qu'aujourd'hui, les groupes armés, leurs combattants, beaucoup, des centaines, sinon des milliers, sont déjà intégrés à l'armée, à la nouvelle armée qui est en train de se mettre en place. Et c'est cela que moi, je pense qu'il faut encourager. Parce qu'aujourd'hui, la chance que le Mali a, c'est que M. Assimi Goïta est un militaire aguerri. Il a même été, je pense, d'après les informations, il a même été fait prisonnier à un moment donné. Donc, il connaît vraiment la situation. Il fait partie des forces spéciales qu'il a commandées lui-même. Donc, voilà quelqu'un qui connaît vraiment tout le contour de la question sécuritaire. Donc, l'accord de paix aujourd'hui, il appartient au gouvernement traditionnel. Moi, je pense que c'est une des priorités de ce gouvernement, de cette transition-là. C'est vraiment le reprendre en main, c'est-à-dire en faire un outil d'apaisement social, un outil qu'il faut divulguer. Mais avant cela, les assises que j'ai entendues du Premier ministre Choguel Maïga qui va bientôt appeler, ces assises-là doivent aussi parler de cet accord de paix. Parce que si l'accord de paix n'est pas approprié par les institutions de l'État, la population ne va pas l'accepter. Donc, il appartient au gouvernement et aux institutions de faire de cet accord un bien public parce que malgré tout, c'est grâce à cet accord-là, aujourd'hui, tout le monde parle d'un Mali un et indivisible. Donc, c'est ça le plus important. Après, il est vrai qu'il y a une sensibilité différente. Mais tout ça, s'il y a un dialogue qui s'installe, et c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui, Choguel Maïga est en train de faire un travail remarquable, et on a vu la CMA aussi qui a fait un point de presse à Bamako, c'est-à-dire que les gens sont en train d'aller les uns vers les autres, et je pense que certainement, bientôt, on va être face à un dialogue qui va permettre de mettre tout sur la table et d'avancer. Parce que tant que ça n'a pas été discuté et partagé au niveau de la population, les gens vont penser qu'on cherche à diviser le Mali alors que tout ce qu'on veut se faire en sorte que les Maliens se retrouvent dans un Mali indivisible pour combattre l'insécurité. Alors, sur le plan net, Choguel Maïga, quand il a pris fonction, parlait de relecture de l'accord. On a l'impression que la CMA, dans cette sortie-là, essaye de répondre en quelque sorte. Quand on est à dépôt de responsabilité, on est obligé de réagir ou de répondre à la politique gouvernementale. On a l'impression que la CMA a peut-être peur que cet accord soit remis en cause. Et qu'est-ce qui fait que l'accord n'est pas mis en œuvre et pourtant continue d'être défendu aujourd'hui par la CMA? De mon point de vue, moi-même, je serais totalement contre qu'on remette en cause les accords actuels. Parce que là, c'est la porte de Pandore qui aurait été ouverte. Ça va donner lieu à d'autres contestations ou rajouts que je n'aimerais pas voir installés dans cet accord-là. L'accord tel qu'il est, et les porte-paroles, en tout cas ceux qui ont tenu la conférence de presse que nous avons vue à Bamako, ceux-là de la CMA, ont été clairs et nets. Le Mali est un et indivisible. Partant, il faut chercher à voir quels sont les points de convergence de cet accord. Une fois passé, essayer de discuter sur les points de divergence.
c'est là où le bas blesse. Mais depuis 6 ans, c'est pas bien de vous. Oui, parce que la volonté politique n'y est pas. C'est une question de volonté politique. Quand on veut... Si vous avez... Ouais, moi, je suis partisan du B.A.B.A. de la sécurité. Ouais. Je vous donne un exemple bidon hein, qui peut faire un peu lumière sur ce que je dis, sur la volonté politique. Ici, là, j'étais rentré de voyage, je suis assis devant mon écran, je vois que le président de la République ici a invité un jeune qui ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève. Il a fallu un reportage pour que le chef d'État soit frappé par ce que faisait ce jeune-là. La volonté politique a été quoi? Trouvez-moi celui-là. 24 heures après, le monsieur était devant le chef de l'État. Donc, quand ils ont la volonté de décider de faire quelque chose, ils le font. C'est le fait de fuir ses responsabilités qui nous amène à cette longueur inexpliquée, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cet accord-là. Je prends encore un deuxième cas. Si vous décidez d'avoir une feuille de route, un programme de gouvernement, vous décidez de l'appliquer, il y a des points que vous avez élaborés sur ce programme de gouvernement. Mais attelez-vous à ça. Et c'est en cela que j'appelle le gouvernement du colonel Assimi Goïta à faire très attention. Oubliez la CEDEAO. Ils ne viendront pas vous couper les têtes, nos colonels. Oubliez-les et occupez-vous des Maliens. Les Maliens ont besoin de quoi? De quitter Gao, d'aller à Mopti, d'aller à Kidal, de rentrer. Et que l'administration soit déployée sur toute l'étendue du territoire national. Ils viendront vous accuser dans 8 mois d'avoir fait des élections partisanes. La même CEDEAO là, ils viendront encore pondre des communiqués bidons. Ne les écoutez pas. Faites-vous un calendrier, prenez le temps qu'il faut, faites venir des gens, des partenaires militaires, des coopérants militaires qui peuvent vous aider à la formation, pas venir créer des bases militaires, parce que là, vous nous trouverez encore devant vous. Créer des conditions à mettre le Mali en sécurité. Et cela passe par la formation, déjà le recrutement des hommes, la formation, le déploiement, j'appelle ça un déploiement des hommes sur toutes les localités, en premier qui sont visées par le terrorisme. On ne déploie pas comme le font les Français, là, ils sont à l'est alors que ça tourne à l'ouest. Non, c'est pas ça. Il faut aller directement localisé sur le village. Donc nous parlons Koro, par exemple, envoyer un contingent là-bas, le laisser sur place. Et que ce contingent-là s'attelle à reformer sur place des locaux qui ne versent pas du tout dans les comités locaux de sécurité de nos places, mais plutôt dans l'armée malienne. Et j'ai vu quelque chose avant-hier. C'est mon coup de gueule pour le gouvernement malien. J'ai vu des militaires de la garde nationale mais frapper des policiers. Et ça se passe au Mali. Des policiers qui étaient de faction à leur poste de commandement. Et les militaires là étaient à pied, ils prenaient des ceintures, mais ils les frappaient comme des enfants. Mais c'est quoi cet état-là? Alors qu'on a des militaires bien formés à la tête de l'État, il ne faut pas accepter ce genre de choses. J'ai vu un communiqué, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, sur la police nationale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Je vais certainement le parcourir aujourd'hui, mais je demande au président de convoquer ces deux factions-là très rapidement, parce qu'on va retomber dans des terrains verts. Si la police a du renseignement, ils ne le livreront pas militaire. Et ça va être un couac, ça va être une faille, mais assez importante dans le dispositif de sécurité. Il ne faut jamais laisser faire passer ou bien laisser faire des choses pareilles. Sédou Kaousen Maïga, quand on suit l'analyse de Souleymane Amzat, on remarque qu'il y a un manque de volonté politique. Et s'il y a un manque de volonté politique, n'est-ce pas parce que l'accord est perfectible? Beaucoup ont estimé que c'était un accord qui taillait la part du lion pour les mouvements jadis sécessionnistes, notamment la CMA, qui leur offrait la part belle, pendant que c'est un mouvement qui ne s'occupait pas des réalités que vivent les Maliens. Monsieur le journaliste, donc j'ai un petit problème de là, on entend? Oui, on vous entend. Voilà, donc
En fait, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure. Seydou Kaoussen Maïga, nous allons essayer de vous revoir dans quelques secondes. Ma prochaine question est pour vous, sur le même date. L'ex-premier ministre de la transition, Mokhtar Ouane, a reçu des personnalités. Chez lui, il estime ne pas être libre de ses mouvements. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Beaucoup accusent les militaires, notamment, d'avoir, on va le dire, un peu embrigadé tout un pays. Plusieurs personnalités dénoncent des blocus sur leur domicile. Certains seraient en résidence surveillée. Pourquoi est-ce que on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays où on est libre d'aller et de venir? On n'est pas. On est au Mali, à l'heure actuelle, personne n'est libre, y compris le président. Puisque lui-même, il est pourchassé par les djihadistes. Personne n'est libre au Mali actuellement. Mieux, ceux dont vous parlez là, ce sont des gens qui ont été évincés. Donc, on n'évince pas quelqu'un pour qu'au bout de quelques 2 ou 3 mois, on puisse le libérer. Et qu'ils se mettent peut-être dans les travers du gouvernement. C'est normal d'empêcher les gens de respirer? Non, il a le droit, je suis régalé moi, il a le droit des visites, il a le droit de voir ses médecins, des avocats, des machins, mais pour les raisons de sécurité peut-être, ou pour des raisons que j'ignore moi, parce que je ne suis pas au volant, c'est le colonel Assimi Goïta qui est, il peut décider de les garder, ne serait-ce que le temps de la transition, mais ils ne sont pas en prison, ils sont chez eux. Donc, ils sont en résidence surveillée. C'est un hôtel doré. Certains sont toujours détenus. Ah oui, il y a des téméraires dans un groupe comme ça. Ouais, quand il y a un coup d'État, il y a des gens qui sont libérés 24, 48 heures, une semaine, je ne sais pas, un mois après. Il y en a qui passent le temps je ne sais pas, les 5 ans que le régime vient. Si ce sont des gens téméraires et qui ont surtout la capacité de nuisance, on ne les relâche pas comme ça. Maintenant, il faut voir l'accointance qu'avaient ceux dont vous parlez là avec la France. Les laisser avoir toute liberté, machin, tout ça. On ne sait pas ce que la France fera derrière. Avoir une accointance avec la France, est-ce un droit pour priver un citoyen de sa liberté? Une accointance en quel sens? C'est ce que je veux dire. Quand il s'agit de décider de ce qui va arriver de la nation malienne dans les mois qui suivent, et que le papier sur lequel vous avez signé des accords, vous, se retrouve à l'Élysée là-bas. Je vous ai dit ça sans la trahison. Et ça, c'est impardonnable. Ça dit que les Africains doivent, à un moment donné, je dis les Africains dans son ensemble, je ne donne pas l'exemple du Mali. De manière générale, je pense que nous devons décider par nous-mêmes et prendre nos responsabilités nous-mêmes. Si je dois rester avec vous, parler de votre anniversaire, par exemple, et faire le tour et annoncer ça, le quartier, à quoi ça part, je vous mets en difficulté, parce que vous aurez à dépenser plus que vous n'en avez. Je vous crée plus de difficultés. Et moi-même, je viole ma crédibilité à être un homme honnête à vos côtés. Ce que nous nous sommes dit dans les ténèbres, il ne faut pas les faire apparaître à la lumière. Seydou Kaoussen Maïga? Oui. Allez-y. Alors moi, j'aimerais quand même insister sur un fait particulier. Parce que vous savez, l'accord de paix, il est vrai que les autorités actuelles veulent le reprendre. Nous sommes d'accord, c'est leur droit. Mais comme l'a dit M. Hamzat, il ne faut pas qu'à un moment donné, ce soit la boîte de Pandore qui sera ouverte et qu'il y aura de nouveaux éléments qui vont carrément rendre cela inopérationnel. Alors que depuis pratiquement 6 ans, même s'il n'a pas été appliqué dans son intégralité, il y a quand même des points essentiels parce qu'il y a la formation des combattants, la recomposition de l'armée, le redéploiement de certains. Aujourd'hui, Kidal, elle est accessible à tout Malien, c'est déjà une victoire. Menaka, Gao, toutes ces localités sont dans cette dynamique-là. Par rapport aux djihadistes, quand on veut parler du djihadisme et que Emmanuel Macron trouve cela inopportun, mais regardez le cas au Niger, même voisin. Il y a quelques années, 1 an ou 2 ans, l'actuel locataire du fauteuil présidentiel, M. Bazoum, avait, en tant que ministre de l'Intérieur, entamé une sorte de pourparlers avec les djihadistes, parce qu'il a même ramené certains
pour faire une sorte de DDR. Vous savez, dans le processus de paix, le désarmement... Désarmement, démobilisation, réinsertion. Voilà. Donc, mais dans le cadre des terroristes, il essaye de créer une dynamique. Mais ça n'a pas vraiment marché. Mais pourtant, la France n'a rien dit. Aujourd'hui, au Mali, pourquoi est-ce qu'on appelle les djihadistes? Mais regardez au Nigeria voisin. Il y a beaucoup d'États qui sont des États islamiques, qui sont des États où la charia est appliquée. Et pourtant, ce n'est pas la fin du monde. Je vais dire, ce n'est pas quelque chose qui a été dénoncé ni par la France, ni par personne d'autre. Parce que les populations localement ont choisi, ont fait ce choix-là. Si au Mali, avec les pourparlers, il y a pas des États, parce que pour l'instant, le Mali n'est pas un État fédéral, s'il y a des localités qui veulent un peu plus d'islam, d'autres veulent un peu plus de christianisme, d'autres veulent autre chose, ou de la laïcité. Mais c'est un choix. Mais c'est l'erreur que nous sommes en train de faire en Afrique, et que la France est en train de faire, c'est de vouloir imposer un modèle démocratique semblable au sien, qui est basé sur la laïcité de l'État. Aujourd'hui, on constate qu'il est impossible que ces États soient laïcs. Même que le débat se pose, parce que pour certains, la laïcité, c'est l'absence de la religion, ce qui n'est pas le cas. La laïcité, c'est tout simplement la liberté de chaque culte, de chacun de choisir son culte. Mais on comprend avec ce que veut dire Macron que la laïcité, c'est plus ou moins l'absence de religion. Mais c'est impossible. Les croyances en Afrique, qu'elles soient religieuses, donc l'islam, le christianisme ou même l'animisme, c'est des traditions, c'est des héritages. C'est un héritage qu'on a. On n'est pas encore arrivé où on va dire qu'on ne croit pas à quelque chose en Afrique. Chaque Africain croit à quelque chose. Ou à l'animisme, donc aux croyances traditionnelles, ou à l'islam, ou au christianisme, ou à d'autres religions. Ouais. Donc je pense que, comme l'a dit mon co-débatteur, il est maintenant temps que les Africains commencent à penser une démocratie selon nos propres valeurs traditionnelles. On nous a imposé pendant quelques années, depuis les indépendances, une démocratie à la française ou à l'occidentale, mais maintenant il faut qu'on arrive à adapter ces modèles qu'on a expérimentés et qui a échoué. Il faut qu'on l'adapte à nos valeurs culturelles. Il ne faut pas que la France ait peur d'un dialogue avec le djihadisme, parce que les djihadistes en question sont des Maliens, ce sont des Nigériens. Seydou Kausen Maïga, des difficultés pour vous joindre. Sur le même date, une dernière question. Pourquoi pas la situation sécuritaire est aujourd'hui dans la zone des 3 frontières. Ce n'est plus que dans cette zone-là. On parle même en allant vers la Mauritanie. On sait que le Tchad est menacé. On sait que le Mali est menacé. On sait que le Burkina Faso est menacé. On sait que le Niger est menacé. Tous ces pays-là pris sous différents feux terroristes. On sait qu'il y a l'ISWAP, on sait qu'il y a le JNIM, on sait qu'il y a Katiba Massina, autant de mouvements terroristes qui sont en train d'avoir pion sur rue aujourd'hui dans la région. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une crise larvée au niveau de la région? Encore une fois, le manque de décision politique. Oui, dans le système démocratique, pour le peu que je sache, je sais que c'est les civils qui, n'est-ce pas, orientent la politique du pays. Et que l'armée fait des propositions au niveau sécuritaire, quitte aux civils de l'accepter ou de le rejeter. Mais il faut dire ceci. La multiplication de ces groupes djihadistes, elle est aussi due au fait que, bon, aujourd'hui, celui qui était le maréchal en chef qui mettait des coups durs au terrorisme n'est plus là. Que celui qui l'a remplacé, son fils, on ne le voit plus beaucoup dans la logique des combats extérieurs, comme le faisait le feu maréchal à l'époque. Et je veux... Il n'a pas le même agenda. Et je veux, exactement. A raison. Exactement. A raison. Raison de plus pour dire à la CEDEAO de laisser les militaires maliens tranquilles. Ouais. Et mieux.
quand vous voyez le colonel Assimi Goïta dans la logique où il faut vraiment aller dans le sens des élections, mais le côté sécuritaire est délaissé. Si le côté sécuritaire est délaissé, nous n'avançons pas du tout. Et cela prête lieu, vous savez, là, comme on le dit, pour résumer, la nature aurait du vide. La nature aurait du vide. Ouais, donc, si les Maliens en eux-mêmes ont besoin de sécurité, ne venez pas leur servir un plat de démocratie. Donnez-leur la sécurité en premier. Et il faut que les militaires en place au Mali s'imposent. Ils ont le soutien de la population, ils ont le soutien de la classe politique. En tout cas, en majorité. Ils attendent quoi pour prendre les grandes décisions, ne serait-ce que pour amener la paix. Et mieux, ceux qui les combattaient hier, qui sont leurs frères du Nord, de Nazawan, disent, voilà, le Mali est un indivisible, asseyons-nous et discutons. Alors, tous les ingrédients sont mis sur la table pour aller à la paix. C'est nous Maïga. Il faut une décision politique, mais forte. C'est nous Maïga. Oui. Donc moi, pour vraiment un Mali apaisé, à mon avis, le plus important, on l'a dit, on l'a répété, ce n'est pas les élections vraiment électorales, une échéance électorale. Ça, je pense que c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est la sécurisation du Mali, la réorganisation de l'armée, le dialogue social, bien sûr les assises dont a parlé le Premier ministre, mais à travers ces assises-là, comme ils ont dit, et d'ailleurs la CMA, je pense qu'elle n'est pas contre, c'est de remettre cet accord-là en marche, à la façon malienne, avec tout le monde. Et c'est la seule façon pour que le Mali puisse marcher vers la paix, une paix durable. Parce que faire une transition de 8 mois, 9 mois ne garantit pas. À mon avis, 3 ans, c'est un minimum. Et pendant ces 3 ans, c'est avoir pour objectif un bel accord de paix, une armée réconciliée et un Mali nouveau. Écoutez, moi, je demanderais au colonel et à tous aux membres du gouvernement, le Premier ministre, y compris ceux de la CMA, qui ont décidé de prendre le bon bout, n'est-ce pas, de revenir à la table de négociation. Rien de bon ne se fait dans la précipitation. Et aujourd'hui, la CEDEAO doit se mettre en tête que les Maliens n'ont pas besoin de démocratie, ils ont besoin de paix. Et la paix passe par la sécurisation du pays. La CEDEAO, pour laquelle vous n'avez pas... J'ai pas du tout... mais c'est une CEDEAO qui accompagne le Mali du mieux qu'elle peut. Vous êtes sous le mandat rien du tout. Consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Seydou Kaousen Maïga, coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout. Merci de nous avoir suivis pour cette émission qui était donc consacrée à la situation sécuritaire quelque peu délétère au Mali ces derniers jours. À bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.